Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 20 janvier 2023 et je continue mes petites pérégrinations à partir de la lecture de cet ouvrage de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique ? Alors, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous savez que c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc on est en évolution positive en somme. Voilà, ça serait ça l'idée. Et je vous renvoie à la lecture du site pour comprendre un petit peu ce que je veux dire. Ces lectures sont essentiellement destinées à préciser ce travail philosophique, cette théorie. Voilà, alors là, je voulais continuer un petit peu dans la partie consacrée par Pierre Hadot aux écoles hellénistiques, la philosophie comme mode de vie. Alors je vais commencer la lecture ici. Influence orientale. L'expédition d'Alexandre a-t-elle eu une influence sur l'évolution de la philosophie grecque ? Il est certain qu'elle a favorisé le développement scientifique et technique grâce aux observations géographiques et ethnologiques qu'elle a permis de réaliser. On sait que l'expédition d'Alexandre a rendu possible des rencontres entre sages grecs et sages hindous. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est 2 siècles avant notre ère. Et je pense qu'à cette époque-là, déjà circulé, mais depuis tout le temps, les gens voyageaient entre l'Asie et entre l'Occident. Et je pense que beaucoup de nos réflexions sont liées à ce mélange. Et le fait que toutes les spiritualités, et à partir de 6 ou 700 avant Jésus-Christ, ont une sorte d'intérêt justement pour l'extase, pour les spiritualités liées à l'extase, au nirvana, à l'éveil, etc., me font penser que qu'il y avait cette interaction. Donc, je continue. Notamment, un philosophe de l'école d'Abdère, Anaxarque, et l'élève de celui-ci, Pyrrhon, d'Élis, avait accompagné le conquérant jusqu'en Inde. Et l'on racontait que Pyrrhon, à son retour, vécut retiré du monde parce qu'il avait entendu un Indien dire à Anaxarque qu'il était incapable d'être un maître puisqu'il fréquentait les cours royales. Voilà, on voit un peu la pensée. On comprend que ce type de pensée a donné naissance, par exemple, aux cyniques, à Diogène, dont on connaît la phrase à Alexandre quand il revient d'une victoire et qui lui dit « Demande-moi ce que tu veux, aujourd'hui je te l'accorde ». Et Diogène, qui vivait nu dans un tonneau, lui répond « Ôte-toi de mon soleil ». Voilà. Et donc, il n'y a pas d'interaction entre ces sages, la haute sagesse, en somme, et les pouvoirs, etc. Ils sont soit totalement... ils s'écartent complètement de ce genre de choses, ou alors ils le contestent. Globalement, c'est un petit peu comme ça. Alors, dans ces contacts, il ne semble pas y avoir eu véritablement des échanges d'idées, des confrontations de théories. Du moins, nous n'en avons aucune trace évidente.
Mais les Grecs furent impressionnés par le mode de vie de ceux qu'ils appelèrent les gymnosophistes, les sages nus. L'historien... Alors voilà, donc moi, à mon sens, et c'est quelque chose que j'ai écrit sur la mécanique universelle, cette interaction existait déjà bien avant, et ces rencontres déjà à l'époque des mythes, de ce qui a donné naissance aux mythes, je pense qu'il y avait déjà ces interactions. Et pour moi, par exemple, le mythe du cyclope, celui qui a un œil au milieu, un seul œil au milieu du front, eh bien, à mon avis, ça vient justement de peut-être de Grecs qui sont partis comme ça, jusqu'aux confins de l'Inde, qui ont vu cachés derrière des buissons ces hindous qui étaient beaucoup plus grands qu'eux, finalement, très certainement, et qui leur paraissaient gigantesques, et peut-être... voilà. Et qui se mettait cette marque du troisième œil sur le front déjà à l'époque. Et voilà comment j'explique. Alors ça, c'est une théorie fumeuse, hein. C'est une idée comme ça qui passe, mais voilà, c'est à réfléchir. Je pense qu'on en est là. Et par exemple, les expériences extatiques des pythagoriciens, voilà, toutes ces grandes expériences de ce qu'on appelle les présocratiques, Thalès, etc., à mon sens, tous faisaient ces expériences, avaient accès à ces expériences extatiques, et ces expériences extatiques, à mon sens, venaient déjà de l'Inde. L'Inde avait déjà travaillé, avait déjà sophistiqué ce genre d'expérience. L'historien et philosophe Onésicrite, qui participa lui aussi à l'expédition et en écrivit un récit peu de temps après la mort d'Alexandre, rapporta force détails sur leurs mœurs, sur leur suicide par le feu. Les philosophes grecs eurent l'impression de retrouver chez les gymnosophistes la manière de vivre qu'ils recommandaient eux-mêmes. La vie sans convention, selon la pure nature, l'indifférence totale à ce que les hommes considèrent comme désirable ou indésirable, bon ou mauvais, indifférence qui conduisait à une parfaite paix intérieure, à l'absence de troubles. Voilà, quoi qu'il arrive, la circulation entre les grandes cultures, elle n'est pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose voilà, qui a construit l'humanité. Et maintenant que nous sommes au moment du retour vers l'unité, en fait, c'est un peu comme ça que j'explique l'aventure de l'humanité, c'est-à-dire on s'est répandu, on est allé coloniser, entre guillemets, tous les espaces de cette terre. On est allé s'adapter au désert, on est allé s'adapter dans les confins glacés chez les Inuits. On est allé dans les forêts amazoniennes. Voilà, l'homme est allé comprendre entièrement son monde, finalement. C'est quelque chose d'intuitif, hein. Ça s'est passé comme ça. Et puis, à un certain moment, eh bien, l'espèce humaine revient vers son unité, et pour évoluer justement vers la rencontre avec le divin. Voilà comment j'explique l'avancée vers notre perfection. C'est l'avancée finalement vers le divin, quoi. Voilà. Donc je continue. Donc Démocrite, le maître d'Anaxarque, avait lui-même prôné cette tranquillité d'âme. Alors voilà, Démocrite, tous ces penseurs présocratiques avaient fait cette expérience de l'extase, de ce que, voilà, dans la religion chrétienne, c'est la béatitude, dans
Dans l'islam, c'est l'extase à travers les soufis. En Inde, c'est le nirvana ou l'éveil, voilà. Mais c'est exactement cette chose-là. C'est la fusion spirituelle avec le divin, voilà. Et quand on fait cette expérience, quand on a fait cette expérience extatique, on comprend pourquoi ces grands sages euh, parlaient parlent d'une fusion avec le divin, le fait d'incarner finalement l'amour absolu du divin, quoi. Pourquoi on incarne dans cet état-là cette, l'essence même du divin. Les cyniques affectaient de mépriser toutes les conventions humaines, mais ils découvraient chez les gymnosophistes cette attitude poussée à l'extrême. Comme le dira le stoïcien Zénon, probablement à propos du suicide du sage hindou Calanus, qui était entré en contact avec Alexandre, je préfère voir un seul Indien brûlé à petit feu que d'apprendre abstraitement toutes les démonstrations que l'on développe sur la souffrance. Et sans aller jusqu'à ces situations dramatiques, ce que les anciens nous rapportent du mode de vie de Pyrrhon marque un tel degré d'indifférence à toute chose que l'on ne peut s'empêcher de penser qu'il s'efforçait d'imiter ce qu'il avait vu en Inde. Voilà, mais je pense qu'il faudrait pouvoir revivre cette époque, et rien ne dit que l'homme ne parviendra pas à trouver un système pour vivre ou pour entendre ce qui se passait à cette époque-là. La science, c'est une pure merveille. Si on voit toutes les inventions qu'on a fait, à un certain moment, je me suis dit, mais bon, on a inventé le tourne-disque pour lire sur un truc de cire de la musique. Pourquoi on n'arriverait pas à partir des céramiques, des poteries qui ont été faites par les Grecs, on n'arriverait pas à lire, à entendre ce qui se disait dans l'atelier du potier à l'époque, par exemple, ou des choses comme ça. Et qui sait si une machine comme ça ne serait pas inventée. Et donc il faudrait voir la vie exacte, comment elle se passait à cette époque-là, mais je pense que le spirituel, que l'expérience spirituelle sublime, on peut appeler ça comme ça, quoi, qui est autre chose que la religion. La religion, c'est une chose, mais l'expérience, ceux qui cherchent à faire cette expérience-là, je pense qu'à cette époque-là, c'était beaucoup plus courant qu'aujourd'hui. C'était quelque chose qui était sans doute beaucoup plus intense parce que le spirituel occupait une place très importante dans la société. Mais bon, voilà, ce sont des possibilités. Il n'y a pas de preuve de tout ça. Donc, on remarquera par ailleurs l'extrême subjectivisme d'Anaxarque, qui disait que les êtres existants, qu'est-ce qu'il disait ces êtres existants, n'étaient pas plus réels qu'un décor de théâtre et qu'ils ressemblaient aux images qui apparaissent à ceux qui rêvent ou qui sont dans un état de folie. Et là, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Extraordinaire quand on sait, voilà, aujourd'hui, les physiciens, en cherchant à décrire la réalité de la matière, arrivent quasiment à ce type d'idée. Et c'est assez puissant quand même comme intuition. Et l'intuition, à mon sens, les intuitions, voilà, qu'on les appelle intuitions, qu'on pense que c'est Dieu qui a envoyé
ses préceptes, ses règles, ses lois, ses valeurs, etc., à, à certaines personnes, à certains, euh, à certains éveillés, en somme. C'est la même chose, mais c'est quand même, voilà, on peut voir la puissance de la pensée, comme par exemple celle d'Épicure, bon, et de Démocrite, quand ils pensent que le monde est constitué d'atomes, en fait, que tout est fait d'atomes. Ils n'ont aucun moyen de pouvoir le constater, mais cette imagination, elle est incroyable, quoi. C'est d'une avant-garde extraordinaire. Voilà, ce sont des éveillés, tout simplement. Et à partir de là, c'est simple. Alors, on pourrait penser ici à quelques sources orientales, mais il ne faut pas oublier que son maître Démocrite, fondateur de l'école d'Abdère, opposait déjà radicalement la réalité en soi, c'est-à-dire les atomes, et les perceptions subjectives des sens. Et voilà, ça c'est vraiment incroyable, parce que la réalité ces deux mondes, la matière et l'esprit, finalement, tout était déjà posé sur cette... Et l'esprit qui nous donne, qui nous permet de ressentir, parce que l'extase, c'est une sensation, c'est le corps, c'est la chair qui vit l'extase, qui vit cet état-là, l'esprit et le corps, quoi. Donc, et c'est autre chose que la constitution de nos corps. Nos corps, bon, on est fait d'atomes, etc. Mais c'est autre chose. Si on est incarné, c'est pour quelque chose. C'est pour ça que le matérialisme n'est pas... Le matérialisme doit être dépassé. Le matérialisme qu'on vit depuis un siècle et un peu plus, euh, il était important pour l'évolution de l'humanité. C'était très important pour, pour, pour développer la science, toute la recherche, tout ce qu'on a créé en un siècle. Là, c'est inouï. Et c'est grâce surtout à cette vision matérialiste qui écartait l'idée du divin, qui écartait le Dieu, qui ne voulait pas s'embarrasser du principe de Dieu pour pas que les religions briment finalement les scientifiques comme ils le faisaient au XVIIIe siècle ou au XVIe siècle, comme ils l'ont fait après Galilée, obligé de renier sa propre façon de penser. Donc c'était important que le monde profane, en somme, en Occident, écarte pendant un temps le religieux, le tienne à distance. Ça a permis aux religieux aussi de faire un peu son deuil de toute puissance, de faire un peu, de rentrer un peu à l'intérieur de lui-même et de comprendre que ce qu'on lui demande, c'est de s'intéresser surtout au spirituel. C'est pas de gérer le système politique ou de poser des interdits moraux trop intenses que l'humanité ne peut pas supporter ou qui seraient en décalage avec l'évolution de l'humanité. Et voilà, et ce temps de repli a été important et maintenant, voilà, on peut revenir euh, dans une concorde et c'est ce qui est, c'est ce qu'on devrait, c'est ce qui commence à se faire. Hein. Les interactions entre scientifiques et religieux, entre philosophie et religion, voilà, ça commence vraiment à, à prendre pied. Mais il faudra encore du temps pour faire évoluer tout ça, évidemment. Mais l'humanité a le temps, voilà. Alors l'expédition d'Alexandre ne semble donc pas avoir provoqué de grands remous dans la tradition philosophique. La philosophie hellénistique correspond en fait
à un développement naturel du mouvement intellectuel qui l'a précédé. Elle retrouve souvent des thèmes présocratiques, mais surtout elle est profondément marquée par l'esprit socratique. Voilà, je suis tout à fait... Moi je découvre en même temps que je lis. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et l'influence, l'importance de la philosophie présocratique, et socratique évidemment, mais elle est très très importante. Voilà, il y a eu une rupture, on est rentré vraiment dans la philosophie contemporaine avec, à partir de Socrate, de Platon bien sûr. Et avant, on est dans une philosophie qui est en osmose avec la spiritualité, avec le monde, c'était les premiers grands découvreurs. Il fallait qu'ils cherchent à comprendre pourquoi, comment était fait le monde, comment tout ça tenait debout, pourquoi on était là, etc., etc. Et c'était archaïque, mais c'était d'une beauté extraordinaire. Et c'est d'une beauté poétique ce qu'ont écrit Démocrite, Pythagore, Parménide, etc. C'est magnifique, quoi. C'est peut-être l'expérience même de la rencontre entre les peuples qui a pu jouer un certain rôle dans le développement de la notion de cosmopolitisme, c'est-à-dire de l'idée de l'homme comme citoyen du monde. Mais ça, c'est incroyable d'arriver à la fin sur ça, parce que c'est vraiment, évidemment que c'est ça, et c'est ce que cherche à démontrer la mécanique universelle, que c'est l'ensemble des êtres humains, des citoyens du monde qui construisent cette humanité. Et on n'est pas loin du moment où on va commencer à comprendre que notre sens, voilà, et donc de comprendre que c'est ensemble et de façon fraternelle, en somme, qu'on doit évoluer vers cette perfection, ce paradis. On sait très bien que cette planète, elle est faite pour être un paradis, elle est merveilleuse. Le corps humain est une pure merveille de sensations, de sentiments. Donc voilà, tout est fait pour qu'on travaille à cela. Et l'humanité le fait de façon tout à fait inconsciente. Depuis qu'on s'est distingué des autres primates, eh ben, on travaille à ça, mais sans le savoir. On conduit progressivement, l'ensemble humain conduit progressivement l'humanité vers son ultime perfection. Et c'est bien l'ensemble humain dont il est question. Voilà. Voilà, ben je vais arrêter là pour cette petite vidéo. Qu'est-ce qu'ils disent après? Les écoles philosophiques, ben on verra ça dans la prochaine. À la prochaine. Merci de votre écoute. À bientôt.